L'enregistrement de la caméra de surveillance du service des urgences de l'hôpital Saint-Joseph a capturé le moment où une femme est entrée précipitamment dans le hall, serrant contre elle quelqu'un enveloppé dans une couverture. Sur la vidéo, on la voit distinctement demander de l'aide à haute voix, regardant nerveusement autour d'elle. L'infirmière au comptoir notera plus tard qu'il y avait quelque chose de forcé dans son comportement, comme si elle avait répété chaque mot à l'avance. La femme s'appelle Chloé Benson. Elle informe immédiatement les médecins qu'il y a eu un accident. Lily se serait blessée en dormant. Chloé souligne qu'elle a immédiatement compris la gravité de la situation et s'est aussitôt rendue à l'hôpital. Cependant, l'examen initial suscite des doutes chez les médecins. Les contusions superficielles peuvent donc s'expliquer par la situation décrite, mais un examen détaillé révèle des traces qui sont clairement apparues bien avant cette nuit. Une étude plus approfondie montre de graves lésions internes qui ne correspondent en aucun cas à la version de Chloé. Le personnel médical suit le protocole standard. Chloé reste dans le couloir, soulignant constamment à quel point elle a agi rapidement et correctement, et répétant qu'elle s'inquiète de l'état de Lily et de la réaction de sa mère. Au petit matin, les médecins sont contraints d'arrêter les procédures de réanimation. Le rapport officiel indique la cause de ce qui s'est passé était une rupture de la rate avec de graves conséquences d'hémorragie interne. Les faits médicaux contredisent catégoriquement les paroles de Chloé. À partir de ce moment, le cas cesse officiellement d'être considéré comme un simple accident et l'affaire est transmise à la police, qui commencera à reconstituer minutieusement les événements de cette nuit. Lorsque les enquêteurs ont commencé à vérifier qui était Chloé Benson et quelle relation elle avait avec Sarah et Lily, une chose est devenue évidente d'emblée. À première vue, il n'y avait rien d'inhabituel dans cette histoire. Aucun dossier dans les archives de police, aucune plainte de voisins ou de signalement inquiétant des services sociaux. Chloé menait une vie tranquille dans une banlieue cossue de Lexington, souriait régulièrement aux voisins et les aidait si nécessaire. Elle savait se rendre utile. Et sans les circonstances tragiques de cette nuit-là, personne n'aurait probablement pensé à qui elle était vraiment. Sarah et Chloé étaient amies depuis l'école. Leur enfance s'est déroulée dans des rues voisines, et tout le monde autour savait à quel point leur relation était proche. Mais après l'école, les chemins des amis se sont un peu séparés. Sarah est devenue infirmière et a trouvé un emploi à l'hôpital local Saint-Joseph, tandis que Chloé n'a jamais pu trouver un emploi stable, vivant de petits boulots et d'allocations. Cependant, les difficultés dans la vie de Sarah les ont rapprochés à nouveau. Après un divorce difficile, Sarah s'est retrouvée dans une situation financière difficile, contrainte de travailler de nuit et de prendre des doubles équipes pour payer les factures et subvenir aux besoins de Lily. C'est alors que Chloé est réapparue et a offert son aide. Au début, cela semblait être un véritable salut pour Sarah. Chloé venait chercher Lily quand Sarah partait pour l'équipe de nuit, la nourrissait, la couchait, remplaçant complètement la famille que Sarah n'avait plus. Progressivement, Sarah s'est de plus en plus habituée à l'idée que Chloé était la seule personne sur qui elle pouvait compter. Des collègues se souvenaient que Sarah avait souvent l'air épuisée et inquiète. Et la seule chose qui la calmait, c'était les messages de Chloé qui arrivèrent sur son téléphone pratiquement toutes les heures. Sarah n'a jamais douté d'elle, ne posait pas de questions inutiles, même si la situation semblait suspecte. Toute explication de Chloé était perçue comme la vérité absolue. C'est pourquoi Sarah n'a pas immédiatement remarqué les étranges coïncidences qui ont commencé à se produire lorsque Lily restait seule avec Chloé. Chaque petit incident ou malaise de Lily était expliqué de manière logique et convaincante. Quand des bleus sont apparus, Chloé expliquait calmement que Lily était simplement tombée sur l'aire de jeu ou s'était accidentellement cognée pendant les jeux. Sarah la croyait, et Chloé, comme pour renforcer sa confiance, l'assurait chaque fois que tout était sous contrôle et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Plus tard, lorsque la police a examiné la correspondance entre les amis, il s'est avéré que Sarah percevait en fait Chloé comme la seule personne proche, répétant à plusieurs reprises qu'elle ne s'en sortirait tout simplement pas sans elle. Chloé répondait toujours avec une sollicitude invariable, renforçant encore plus sa dépendance émotionnelle totale. Au moment de la tragédie, il était devenu évident. Chloé était la seule personne qui se trouvait constamment près de Lily au moment où quelque chose d'étrange se produisait.
Sarah ne pouvait pas imaginer qu'elle avait confié ce qu'elle avait de plus précieux à une personne qui pouvait utiliser cette confiance à ses propres fins. Maintenant, la police devait comprendre exactement comment Chloé avait profité de cette confiance. Lorsque les enquêteurs ont examiné en détail les dossiers médicaux de Lily, il est rapidement devenu clair que les événements du 28 décembre n'étaient pas le premier épisode inquiétant des 5 dernières semaines. Au début, personne n'a prêté attention à ces cas, car chacun pris séparément ressemblait à un incident tout à fait ordinaire. Mais maintenant, après la tragédie, la police a commencé à remarquer un schéma. Le premier cas inhabituel a été enregistré environ 1 mois avant les événements principaux, le 25 novembre. Cette nuit-là, Sarah était au travail lorsqu'elle a reçu un appel de Chloé. Celle-ci a calmement et avec assurance informé que Lily était tombée d'une balançoire sur l'aire de jeu et s'était légèrement blessée. Bien que les blessures semblaient mineures, Chloé a elle-même insisté pour qu'il valait mieux montrer Lily à un médecin. Sarah, étant sous sa forte influence, a accepté et le lendemain a emmené Lily à l'hôpital. Le médecin, après avoir examiné les contusions, a noté que les blessures étaient superficielles et qu'il n'y avait pas de problème grave. Il a fait une note standard dans le dossier médical. Contusion légère des tissus mous. Chloé était confiante et calme, a clairement expliqué les circonstances et a convaincu les médecins du caractère ordinaire de la situation. Les médecins n'ont eu aucun soupçon car de telles consultations étaient pas fréquentes, surtout de la part de parents anxieux. 2 semaines plus tard, le 9 décembre, un nouvel incident s'est produit, de nature plus grave. Sarah était à nouveau de garde à l'hôpital lorsque Chloé lui a annoncé d'urgence que Lily se sentait mal, vomissements violents, suspicion d'empoisonnement. Cette fois, Sarah a elle-même demandé à Chloé d'amener Lily d'urgence à l'hôpital, craignant pour son état. Les médecins ont immédiatement effectué des examens, mais aucun signe d'empoisonnement grave n'a été détecté. Après plusieurs heures d'observation, l'état de Lily s'est normalisé. Le personnel médical est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de quelque chose ressemblant à une allergie alimentaire ou à un léger trouble digestif. Une brève note est apparue dans le dossier médical. Empoisonnement alimentaire possible. Et cette fois encore, Chloé était extrêmement confiante, convaincante et logique. Sarah, étant dans un stress constant et fatiguée par le travail, était reconnaissante à son amie pour sa réaction rapide et son aide. La question principale qui préoccupait l'enquête: pourquoi les médecins n'ont-ils pas relié ces événements plus tôt? Tout s'est avéré simple. Chaque cas était examiné par différentes équipes médicales travaillant à différentes équipes. L'absence de base de données centralisée, aucun des médecins ne voyait l'image complète. Chaque situation semblait typique et ne soulevait pas de questions supplémentaires. C'est précisément en raison de cette fragmentation que l'image est restée cachée pendant longtemps. Cependant, après la tragédie, les enquêteurs, en comparant toute la documentation médicale, ont vu qu'au cours des 5 dernières semaines, les consultations avaient été beaucoup plus nombreuses. De plus, ce n'était pas toujours sur l'initiative de Sarah qu'on se rendait à l'hôpital pour obtenir de l'aide. C'était souvent Chloé qui insistait, démontrant une préoccupation et une inquiétude accrue pour la santé de Lily. Les médecins acceptaient cette insistance comme une manifestation d'anxiété normale d'un adulte responsable d'un enfant d'autrui et ne voyaient aucune raison de douter. Mais les enquêteurs ont remarqué le principal facteur unificateur de tous les incidents. Chaque épisode se produisait en l'absence de Sarah, lorsque seule sa proche amie de la famille restait près de Lily. Sarah, étant au travail, se fiait entièrement aux paroles de Chloé et ne posait jamais de questions inutiles, percevant ses explications comme les seules correctes. Ainsi, ce qui semblait initialement être une chaîne d'incidents domestiques ordinaires est devenu un schéma évident pointant vers une personne spécifique. Les enquêteurs ont noté dans le procès-verbal que dans tous les cas de demande d'aide médicale, le seul adulte qui contrôlait la situation était Chloé Benson. Maintenant, la police avait un premier nœud. Tous les chemins menaient à Chloé. Tôt le matin du 30 décembre, les enquêteurs ont reçu le rapport préliminaire de l'expertise médico-légale. 2 jours après la tragédie, la police avait enfin une conclusion médicale claire sur la base de laquelle il était possible de passer à des étapes concrètes de l'enquête.
L'expertise a été menée par le docteur David Clark, médecin légiste en chef avec de nombreuses années d'expérience. Dans son rapport, il a tout d'abord indiqué que la nature des lésions des organes internes de Lily ne correspondait pas à la version décrite par Chloé d'une chute d'une faible hauteur. Le docteur a souligné que de telles blessures surviennent généralement lors d'un impact direct sérieux, avec une forte probabilité, un coup porté par une autre personne. En outre, l'expert a détecté des fractures en cours de guérison de plusieurs côtes datant d'environ 2 à 3 semaines. Ces blessures n'avaient été remarquées par personne auparavant, ni Sarah, ni les médecins. L'expert a clairement indiqué que des fractures de ce type sont extrêmement rarement accidentelles et surviennent presque toujours à la suite de mauvais traitements ou de pression directe. Sarah ne soupçonnait probablement même pas l'existence de ces blessures, car il pouvait n'y avoir aucun signe extérieur. La blessure fatale était la blessure à l'abdomen, rupture de la rate. Le médecin légiste a indiqué que la cause était un coup fort et net qui ne pouvait pas s'expliquer par une chute domestique. Cependant, il a spécialement souligné que les données médicales ne lui permettaient pas de dire sans équivoque si ce coup était intentionnel ou le résultat d'une négligence grave. Vers midi le même jour, le groupe d'enquête avec le procureur du district a pris la décision de changer la qualification de l'affaire d'un accident à une enquête criminelle pour fait de causer de graves dommages à la santé ayant entraîné la mort. Dans le même temps, l'enquête n'excluait intentionnellement aucune des versions, ni la négligence, ni les actions intentionnelles. Les enquêteurs avaient déjà obtenu l'autorisation d'examiner les données téléphoniques et ont rapidement vérifié les recherches Internet depuis l'appareil de Chloé. Environ 1 heure avant l'arrivée à l'hôpital, depuis son téléphone, on avait cherché symptômes de lésion de la rate, signes d'hémorragie interne. Combien de temps peut-on ne pas consulter un médecin en cas de blessure à l'abdomen? Ces données indiquaient que Chloé était consciente de la gravité de la situation plus tôt qu'elle ne l'avait déclaré à la police. Néanmoins, l'enquête ne pouvait pas encore affirmer avec certitude s'il s'agissait d'une tentative de dissimuler un crime ou d'une réaction de panique après un incident accidentel. De plus, les enregistrements des caméras de surveillance près de la maison de la suspecte ont été étudiés. Vers minuit, Chloé est sortie plusieurs fois de la maison, une fois avec quelque chose ressemblant à un ballot ou une serviette. Ces images ne correspondaient clairement pas à ses déclarations initiales concernant la consultation immédiate à l'hôpital après la chute. Les enquêteurs ont convoqué Sarah pour un second entretien. En apprenant le rapport, Sarah a réagi émotionnellement et a longtemps refusé de croire que Chloé pouvait avoir fait du mal à Lily. Mais lorsque les détectives lui ont calmement exposé les faits médicaux, Sarah a progressivement commencé à réaliser toute la gravité de la situation et a compris à quel point elle en savait peu sur ce qui se passait chez elle. Après le changement de qualification de l'affaire, les policiers ont de nouveau vérifié les consultations précédentes à l'hôpital. Il est devenu évident que les anciens épisodes médicaux pouvaient être directement liés aux blessures trouvées par les experts. Cependant, à chaque visite, Chloé était si convaincante et calme que les médecins n'avaient pas de soupçons. Maintenant, chaque détail, correspondance, conversation téléphonique et comportement de la suspecte prenait une nouvelle signification. L'enquête attendait les résultats d'expertise supplémentaires pour obtenir une image complète de l'incident et établir les circonstances exactes de chaque épisode. Le rapport de l'expert du 30 décembre a permis aux enquêteurs de passer officiellement des suppositions à l'enquête criminelle. Maintenant, la tâche principale de la police était d'établir les véritables motifs et intentions de Chloé, si la tragédie était le résultat d'une négligence grave ou d'actions conscientes et réfléchies. Après avoir obtenu les résultats de l'expertise médico-légale, les détectives ont commencé à vérifier l'entourage proche de la famille. Chloé restait la figure principale de l'enquête. Cependant, la police devait examiner des versions alternatives. Dans de tels cas, le premier sous suspicion est généralement l'ex-conjoint. Dans ce cas, il s'agissait de Mark Welsh. Le divorce de Sarah et Mark s'était déroulé difficilement, accompagné de conflits concernant les finances et la garde. La pension alimentaire fixée par le tribunal était importante, et Mark la payait régulièrement. Cependant, même cela ne suffisait pas à couvrir les dépenses liées à l'hypothèque et au crédit
qui était resté sur les épaules de Sarah après le divorce, c'était précisément la nécessité de maintenir le niveau de vie habituel et de payer le logement qui obligeait Sarah à prendre des équipes supplémentaires et à travailler de nuit. Ce détail a expliqué aux enquêteurs pourquoi, malgré une pension alimentaire substantielle, Sarah se trouvait dans une tension financière et émotionnelle constante. Outre les questions financières, une animosité personnelle persistait entre les ex-conjoints, qui se manifestait souvent dans des conversations courtes et émotionnelles. Les enquêteurs ont examiné la correspondance et les appels téléphoniques de Mark, essayant de trouver des signes de conflit immédiatement avant l'incident. Le dernier contact avait eu lieu quelques jours avant la tragédie et était formel, ne contenant ni menace ni agressivité. De plus, les détectives ont vérifié les données sur la localisation de Mark la nuit de la tragédie. Selon les témoignages de collègues, Mark était en déplacement à Chicago, mais les enquêteurs devaient vérifier cela. Ils ont demandé les données du traceur GPS de la voiture de service, les relevés bancaires d'entreprise et les facturations téléphoniques. Les données GPS ont entièrement confirmé que la voiture était partie de Louisville le matin du 26 décembre et jusqu'au soir du 29 décembre se trouvait dans les limites de Chicago, dans l'État de l'Illinois. Les relevés de la carte d'entreprise ont enregistré un plein d'essence dans la banlieue de Chicago le soir du 27 décembre. Au moment même où Chloé amenait Lily à l'hôpital à Lexington, les données téléphoniques ont également montré que dans la nuit de la tragédie, le téléphone de Mark se trouvait dans la zone de couverture des antennes mobiles de Chicago. Il n'avait appelé ni Sarah, ni Chloé et n'avait pas contacté de connaissances liées à l'affaire. L'enquête a en outre examiné la correspondance et les activités de Mark sur les réseaux sociaux. Cependant, aucun lien avec Chloé pendant cette période n'a été découvert. Au cours de la vérification de l'entourage et des contacts de Mark, les détectives ont découvert un fait inattendu. Il y a de nombreuses années, lui et Chloé se connaissaient, et même assez bien. Ils avaient étudié ensemble au collège, et pendant un certain temps, il y avait eu une relation amoureuse entre eux. Cette information a été confirmée par plusieurs connaissances communes. Néanmoins, une vérification minutieuse a montré qu'après le mariage de Mark avec Sarah, il n'y avait plus eu de contact avec Chloé. Leur chemin s'était complètement séparé, et les détectives n'ont trouvé même pas de preuves indirectes de communication ou d'interaction entre eux ces dernières années. Ainsi, après avoir examiné toutes les preuves disponibles, l'alibi de Mark s'est avéré entièrement confirmé. Il n'avait pas la possibilité physique d'être présent à Lexington la nuit de la tragédie, et donc ne pouvait pas être impliqué dans ce qui s'était passé. Les détectives l'ont exclu de la liste des suspects. La vérification de l'ex-mari n'était pas qu'une simple formalité. Elle a confirmé que la version avec un participant extérieur aux événements était complètement écartée, et maintenant le cercle de l'enquête devenait encore plus étroit. Toute l'attention de l'enquête s'est concentrée sur la seule personne qui était réellement près de Lily au moment décisif, Chloé Benson. Maintenant, les enquêteurs devaient comprendre les véritables motifs de ses actions et combien de temps elle avait pu cacher ce qui se passait à son entourage. Après que toutes les autres versions aient été exclues, l'enquête s'est de nouveau concentrée sur la seule personne qui se trouvait près de Lily la nuit fatale, Chloé Benson. Lors des interrogatoires, elle parlait calmement, avec assurance, sans le moindre signe de nervosité. Sa version sonnait de la même manière à chaque récit. Lily dormait dans la chambre d'amis, était tombée du lit dans son sommeil et avait reçu une blessure à l'abdomen lors de la chute. Chloé affirmait qu'au début, elle n'avait rien remarqué de grave. Et plus tard, lorsque l'état s'était aggravé, elle l'avait emmenée à l'hôpital. À première vue, son explication semblait logique. Les paroles de Chloé ne contredisaient pas la logique domestique, et la police n'avait pas encore de preuves directes pour prouver le contraire. Les experts médicaux doutaient que les blessures puissent avoir été obtenues lors d'une chute, mais les conclusions médicales seules ne suffisaient pas pour obtenir un mandat de perquisition. La situation a changé grâce à Sarah. Quelques jours plus tard, elle s'est rendue au commissariat de police et a apporté une photographie prise le 18 décembre, 10 jours avant la tragédie. Sur le cliché, on pouvait voir un gros bleu sur le bras de Lily. Sarah a raconté que ce soir-là, Lily se trouvait chez Chloé, et c'était justement Chloé qui avait expliqué l'origine du bleu. Elle avait dit que Lily
s'était cogné contre le coin de la table basse dans le salon. À l'époque, cela sonnait banal et ne soulevait pas de doute. Chloé semblait toujours extrêmement fiable et attentive, et Sarah l'avait cru sur parole. Maintenant, avec le recul, Sarah a réfléchi pour la première fois. Dans son appartement, où Lily passait la majeure partie de son temps, la table basse était ronde, sans angles aigus. Il s'avérait donc qu'on parlait d'une autre table, celle qui se trouvait dans la maison de Chloé. Et si le bleu était apparu précisément lorsque Lily était chez Chloé, alors la version de la chute accidentelle nécessitait une vérification. Les détectives ont enregistré cette information et se sont rendus chez Chloé sous prétexte de clarifier les détails de l'interrogatoire. Formellement, ce n'était pas encore une perquisition. Ils n'en avaient dévoilé pas le droit légal, mais ils avaient la possibilité d'effectuer une inspection visuelle en présence de la propriétaire. Lorsque Chloé les a fait entrer dans le salon, l'attention des enquêteurs a immédiatement été attirée par le détail que Sarah avait mentionné en passant. La table basse se trouvait effectivement au centre de la pièce, carrée, avec des angles métalliques aigus. Ce fait renversait complètement le contexte de son récit. Pour la première fois, l'enquête avait une contradiction matérielle. Le bleu enregistré sur la photographie correspondait par son emplacement à la hauteur et à la forme de l'angle de la table dans la maison de Chloé, ce qui signifiait que la version selon laquelle Lily s'était cognée chez Sarah était initialement un mensonge. La photographie, le témoignage de Sarah et la description détaillée de l'intérieur sont devenus la base du rapport officiel. Pour la police, c'était la première preuve directe que Chloé déformait intentionnellement les faits. Selon la procédure, l'existence d'un écart documenté entre les déclarations et la réalité donnait à l'enquête une base légale pour déposer une requête auprès du tribunal pour une perquisition autorisée. Le même jour, le mandat a été signé par le juge du comté de Fayette. Les détectives ont obtenu le droit d'entrer dans la maison de Chloé Benson et de saisir des objets, documents et enregistrements qui pourraient éclairer ce qui se passait réellement dans sa maison. Ils savaient. Derrière cette propreté impeccable se cache ce que Chloé cache le plus. Maintenant, l'enquête possédait tout le nécessaire pour passer des suppositions aux preuves directes. Devant eux se trouvait une perquisition qui montrerait à quel point Chloé cachait profondément la vérité. Après avoir obtenu le mandat officiel de perquisition de la maison de Chloé, les détectives ont saisi plusieurs objets, parmi lesquels le plus important était le téléphone portable de la suspecte. Bien que la police disposait déjà d'informations sur des recherches suspectes, les spécialistes du service cybernétique ont maintenant pu reconstituer entièrement tout l'historique numérique de cette soirée. L'analyse a pris environ 24 heures, après quoi l'image de ce qui s'était passé s'est finalement assemblée. Lors du premier interrogatoire, lorsque les enquêteurs ont mentionné pour la première fois les recherches Internet, Chloé s'est comportée calmement et avec assurance. Elle a expliqué qu'elle était effrayée et désorientée et qu'elle essayait donc de trouver des informations sur la gravité potentielle de la blessure de Lily. À l'époque, son explication semblait tout à fait logique et convaincante, et les policiers ne pouvaient pas contester ses paroles immédiatement. Cependant maintenant, après l'étude détaillée des données du téléphone, cette version a commencé à s'effondrer. Les experts ont reconstitué la chronologie exacte des actions de Chloé le soir du 27 décembre. La première recherche a été effectuée à 23h30 et était spécifique et inquiétante. Symptômes d'hémorragie interne chez les petits. 5 minutes plus tard, à 23h35, une autre recherche a été envoyée. Combien de temps une personne peut-elle être inconsciente après un coup ? De telles recherches indiquaient clairement une prise de conscience de la gravité de la situation. Mais plus important encore, était ce qui s'est passé après ces recherches. Pendant les 20 minutes suivantes, Chloé ouvrait périodiquement des applications de réseaux sociaux, parcourait le fil d'actualité, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne en état de choc. Après cela, une période de silence numérique complet s'est installée, durant plus d'1 heure. Pendant tout ce temps, aucun appel au 911 n'a été enregistré, aucun message à Sarah, ni tentative de demander de l'aide aux voisins ou aux proches. Les données des antennes de téléphonie mobile ont confirmé que jusqu'à 1h05, le téléphone se trouvait constamment dans sa maison et ne quittait pas cet endroit. Ce n'est qu'environ 90 minutes après les premières recherches que Chloé s'est dirigée vers l'hôpital.
y arrivant à 1h15. Toute cette échelle temporelle contredisait clairement ses explications précédentes sur la confusion et la panique. Les détectives ont mené un second interrogatoire, posant des questions beaucoup plus détaillées et précises. Chloé a de nouveau gardé son calme, continuant à assurer que pendant tout ce temps, elle espérait que Lily reprendrait conscience toute seule et qu'elle avait peur de prendre de mauvaises décisions. Mais maintenant, ses paroles sonnaient beaucoup moins convaincantes, car l'enquête disposait de preuves techniques claires de son inaction consciente. Les psychologues de la police ont analysé son comportement et sont arrivés à la conclusion qu'il ne correspondait absolument pas à la réaction typique au stress. Habituellement, dans les situations critiques, les gens demandent immédiatement de l'aide ou commettent des actions chaotiques et spontanées. Mais Chloé ne faisait rien de tel. Au contraire, son comportement semblait méthodique, calculateur et froid. Elle n'appelait pas, ne demandait pas d'aide, n'essayait pas de trouver une autre issue. Elle attendait simplement. C'est précisément cette inaction consciente, techniquement enregistrée, qui est devenue, pour l'enquête, l'argument principal. 90 minutes pendant lesquelles aucune tentative de sauver Lily n'a été entreprise ne pouvait être justifiée par une simple peur ou confusion. C'était quelque chose d'autre, de plus profond et inquiétant. Ainsi, la réexamen des données téléphoniques n'a pas seulement confirmé les soupçons de la police, mais lui a donné des bases claires pour croire que le retard n'était pas un hasard ou une confusion. Chloé était clairement consciente des conséquences de ses actions et inactions et comptait probablement même sur un certain résultat. Maintenant, l'enquête était arrivée à la nécessité de découvrir l'essentiel, le motif. Les détectives devaient d'y comprendre pourquoi Chloé avait attendu ces 90 minutes et ce qu'elle espérait exactement voir avant de prendre la décision d'emmener enfin Lily à l'hôpital. Le matin du 2 janvier, les détectives sont revenus dans la maison de Chloé Benson. La perquisition précédente, effectuée quelques jours auparavant, avait été superficielle et n'avait donné à la police qu'une compréhension initiale de la situation. Cette fois-là, les détectives avaient saisi le téléphone de Chloé, dont l'examen initial avait révélé des recherches Internet suspectes et un comportement étrange. Mais une analyse technique plus approfondie de l'appareil a pris du temps et a révélé encore plus de détails inquiétants. La coïncidence de ces données avec la conclusion du médecin légiste, qui avait indiqué d'anciennes fractures des côtes de Lily, a permis à la police d'être convaincue. Ce qui se passait n'était pas accidentel. C'étaient des actions réfléchies et cohérentes. Ayant obtenu un mandat élargi, la police est revenue dans la maison de Chloé, cette fois avec une idée claire de ce qu'ils cherchaient exactement. Ils soupçonnaient que la suspecte pouvait tenir ses propres notes ou un journal dans lequel elle enregistrerait les résultats de ses manipulations et observations. La maison les a de nouveau accueillis avec un ordre effrayant, dans lequel chaque détail semblait mesuré et impeccable. C'était précisément cette propreté idéale qui a alerté les détectives expérimentés. Ils savaient hélas bien que derrière l'éclat extérieur se cache souvent la vérité la plus sombre. Se déplaçant lentement et méthodiquement, ils inspectaient chaque pièce. Dans la chambre, un des officiers s'est intéressé au tiroir supérieur de la commode. Le linge y était plié de manière anormalement serrée, comme si on l'avait intentionnellement disposé ainsi pour cacher quelque chose au fond. En retirant soigneusement une pile de draps repassés, le détective a découvert un mince cahier gris, sur la couverture duquel était écrit en petits caractères « Journal médical de L ». Dans les premières secondes, la découverte ne semblait pas inhabituelle. Mais après quelques lignes lues, il est devenu clair que devant la police se trouvait plus qu'un simple journal. À l'intérieur, il n'y avait pas de notes médicales ou de description de symptômes de blessures. L'auteur n'enregistrait que les réactions émotionnelles de Sarah à chaque incident, comme s'il observait une expérience. La première entrée du 25 novembre, le jour où Lily avait été blessée sur les balançoires, décrivait en détail la peur et la panique de Sarah, ses appels répétés à Chloé et son sentiment de profonde gratitude. De la blessure elle-même, pas un mot. Ce n'était pas une note d'une personne attentionnée, mais un rapport d'un observateur froid, enregistrant impassiblement le résultat d'une manipulation. L'entrée suivante du 9 décembre décrivait l'épisode d'empoisonnement alimentaire
intentionnellement causée par du lait périmé. L'auteur du journal ne manifestait à nouveau aucune émotion concernant l'état de Lily, se concentrant exclusivement sur les réactions de sa mère. Et une fois de plus, cela correspondait parfaitement aux données médicales confirmant d'anciennes fractures reçues par Lily pendant la même période. À chaque page du cahier, les policiers se sont renforcés dans leur certitude. Ils avaient découvert non seulement une preuve, mais un document confirmant les actions cruelles et réfléchies de la suspecte. Chloé décrivait les blessures et les réactions de la mère comme les résultats d'expériences dans lesquelles la douleur n'était qu'un outil pour atteindre un contrôle émotionnel absolu. Il est devenu maintenant clair pourquoi Lily ne racontait rien à sa mère ou à d'autres adultes. Très probablement, la petite fille percevait ses blessures comme des événements accidentels. Chloé pouvait lui suggérer que ce qui se passait était normal ou l'intimider en lui faisant croire que personne ne la croirait. L'enfant était devenu un participant involontaire et impuissant de cette expérience monstrueuse. Le cahier a été soigneusement enregistré, photographié et joint au dossier. Cette découverte a considérablement influencé le cours de l'enquête, privant définitivement les enquêteurs de doute. Maintenant, ils comprenaient que la tragédie n'était pas accidentelle. Devant eux se trouvait le journal d'un manipulateur, d'une personne qui non seulement causait du tort, mais transformait consciemment la douleur et le désespoir des proches en son pouvoir personnel. L'enquête devait comprendre à quel point Chloé était allée loin dans ses actions effrayantes et combien de temps elle avait mené ce jeu avant que la dernière tragédie ne se produise. Après la découverte du journal, l'enquête a été confrontée à la nécessité d'en clarifier la signification exacte. Ce n'était clairement pas un journal intime et pas un aveu émotionnel. Les notes ressemblait à un rapport méthodiquement composé par une personne enregistrant les émotions des autres. Pour une interprétation précise du contenu du cahier, des experts ont été sollicités, un graphologue et un psychologue judiciaire. Le journal est d'abord arrivé sur le bureau du graphologue. Sa tâche était de confirmer l'auteur des notes. L'expert a noté que l'écriture dans le cahier était soignée et claire, dépourvue d'hésitation ou d'émotion. Un tel style d'écriture indique une personnalité encline au self-control, à la discipline et au besoin de tout garder sous son contrôle total. Quelques jours plus tard, l'expert a confirmé « Toutes les notes ont été faites de la main de Chloé ». Ensuite, les matériaux sont arrivés chez le psychologue judiciaire, devant qui se trouvait une tâche plus profonde, révéler les motifs et la logique de l'auteur. Après avoir étudié les notes, le spécialiste a indiqué qu'elles suivaient une logique claire. D'abord était décrit l'événement, puis les réactions émotionnelles de la mère, sa peur, son anxiété, sa gratitude, mais pas une seule ligne ne contenait de mots de compassion ou de sollicitude de la part de l'auteur. Les notes ressemblaient au protocole d'une expérience dans laquelle les sentiments étaient remplacés par un enregistrement sec des résultats. Le psychologue a conclu que l'intérêt principal de la suspecte ne résidait pas dans les conséquences physiques de ses actions, mais dans l'effet psychologique. Son attention obsessionnelle à l'état émotionnel de la mère soulignait son besoin de dominer la situation. En créant des crises, elle observait le développement des événements, puis obtenait le sentiment de supériorité désiré en jouant le rôle de la seule qui pouvait résoudre le problème. L'expert a particulièrement noté l'impersonnalité du langage des notes, composé de formulations courtes et mécaniques, ce qui soulignait l'insensibilité absolue de l'auteur. Dans les notes, les expériences personnelles étaient absentes ou même un soupçon de remords. Tout cela ressemblait non à des notes personnelles, mais plutôt à des observations de laboratoire, où la réalité est réduite à un schéma, événement, réaction, résultat. À l'issue de l'analyse, le psychologue judiciaire a donné une qualification claire du comportement de Chloé, qui s'inscrivait entièrement dans le tableau clinique du syndrome de Munchausen par procuration. Dans ce trouble, une personne provoque consciemment des maladies ou des blessures chez des personnes dépendantes d'elle afin d'attirer l'attention sur elle, d'obtenir de la compassion et de la gratitude. De telles personnes éprouvent une dépendance pathologique à se trouver au centre d'une crise émotionnelle, agissant simultanément comme son auteur et héros-sauveur. Ainsi, le motif de la suspecte est devenu évident pour l'enquête.
Chloé n'était pas mue par l'agression ou la jalousie, mais par un besoin pathologique d'être nécessaire et importante. Elle était obsédée par le rôle d'héroïne qu'elle s'était elle-même inventé et systématiquement incarné dans la vie. Les événements n'étaient pour elle qu'un moyen d'atteindre ce qu'elle désirait, la reconnaissance, l'attention et le pouvoir émotionnel. Les conclusions obtenues sont devenues une partie importante de la base de preuves. Maintenant, la police pouvait affirmer avec certitude que les actions de Chloé avaient un caractère systématique et conscient. Elle n'agissait pas impulsivement. Chacune de ses actions faisait partie d'un schéma consciemment organisé visant à atteindre le pouvoir par la souffrance des autres. L'enquête a cessé d'être une histoire ordinaire d'accidents ou d'erreurs. Les détectives n'étaient pas confrontés à une personne pour qui la douleur et le désespoir des proches étaient devenus un moyen d'affirmation de soi. L'enquête devait comprendre combien de temps avait existé ce schéma cruel, pourquoi personne de l'entourage ne l'avait reconnu plus tôt, et jusqu'où la suspecte aurait pu aller en continuant ce jeu effrayant. Après que les experts aient présenté leurs conclusions sur le journal, l'avocat de Chloé Benson a commencé à insister sur le fait que les notes n'avaient aucun rapport avec les événements réels. La défense affirmait que le journal médical de Elle, découvert, n'était que le fruit de l'imagination et une thérapie personnelle de la suspecte, ne reflétant pas ses actions réelles. La version énoncée par la défense était simple et, à première vue, plausible. Selon les mots de Chloé, Lily était accidentellement tombée du lit pendant son sommeil et s'était cognée contre une table se trouvant à proximité. Les déclarations de Chloé semblaient tout à fait naturelles et auraient pu convaincre quelqu'un qui n'était pas familier avec les éléments du dossier. Mais l'enquête avait déjà suffisamment de raisons de douter. Pour vérifier définitivement la réalité de cette version, la police a organisé une reconstitution directement dans la chambre où, selon les mots de Chloé, l'incident s'était produit. Le lit indiqué par la suspecte s'est avéré bas, un peu plus d'un demi-mètre du sol. À côté se trouvait une petite table de nuit avec des bords arrondis et le sol était recouvert d'une épaisse moquette, atténuant sensiblement tout impact. Le groupe d'experts a préparé une poupée spéciale correspondant entièrement au poids et à la taille de Lily pour reproduire les conditions de l'incident aussi précisément que possible. Les enquêteurs ont effectué plusieurs simulations de la situation dans lesquelles la poupée roulait du lit sous différents angles, positions du corps et avec différentes forces. Chaque fois, les spécialistes enregistraient attentivement les points de contact avec les surfaces, le degré de dommage et la force des impacts. Malgré la diversité des scénarios, le résultat restait inchangé. Les blessures qui étaient décrites dans la conclusion médicale n'étaient pas reproduites même dans les conditions les plus dures de l'expérience. L'expert judiciaire a expliqué en détail pourquoi la version de Chloé sur une collision accidentelle avec un meuble ne pouvait pas être la cause de telles blessures. Il a souligné que les blessures enregistrées lors de l'autopsie témoignaient d'un impact mécanique beaucoup plus fort, direct et dirigé qu'une chute d'une faible hauteur. Même une chute sur le bord d'un meuble dur ne pouvait physiquement pas entraîner une rupture d'organes internes et de nombreuses fractures, surtout compte tenu du fait que le sol était recouvert d'une épaisse moquette. Après la fin de l'expérience, le groupe d'enquête a obtenu des preuves convaincantes réfutant définitivement la version de la défense. Les enregistrements de la reconstitution ont été joints aux matériaux du dossier et ont démontré visuellement l'impossibilité de la version de Chloé. Ces affirmations ont complètement perdu leur crédibilité et semblaient maintenant consciemment inventées. Les résultats de cette vérification ont montré les véritables intentions de la suspecte. Chloé donnait depuis le début de fausses déclarations, essayant intentionnellement de détourner l'enquête de la véritable situation. Elle espérait qu'une version domestique simple semblerait si banale que personne ne la vérifierait. Cependant, le professionnalisme et la minutie des enquêteurs ont détruit ce plan. Maintenant, la police était définitivement convaincue. La suspecte n'était pas victime de circonstances ou du hasard. Elle ne perdait pas le contrôle de la situation, mais au contraire dirigeait activement l'enquête sur une fausse piste, essayant de cacher ses actions intentionnelles sous l'apparence d'un simple accident. L'enquête se préparait à passer à l'étape suivante pour présenter au tribunal non seulement l'histoire d'une tragédie, mais une affaire concernant des actions réfléchies et intentionnelles visant à causer du tort. Chloé créait elle-même les situations.
documentait elle-même leurs conséquences et essayait elle-même d'utiliser le mensonge pour échapper à la responsabilité. Maintenant, l'enquête était prête à révéler devant le tribunal toute la profondeur de sa manipulation de sang-froid. Lorsque l'enquête est arrivée à l'analyse de l'histoire de Chloé Benson, il s'est avéré, à première vue, sa vie était irréprochable. Les voisins et connaissances parlaient d'elle comme d'une femme bienveillante et fiable. Dans les archives de la police, il n'y avait ni plainte, ni appel des services sociaux, ni note suspecte. Tout semblait indiquer qu'une mère célibataire ordinaire vivait devant eux, prenant soin de son enfant. Néanmoins, les enquêteurs ont décidé de vérifier les anciens lieux de travail de Chloé. Dans les données, il s'est avéré qu'en 2021, elle avait travaillé dans une clinique vétérinaire et avait été licenciée pour violation des procédures médicales internes. La formulation du document sonnait neutre, mais d'anciens collègues ont raconté des détails plus inquiétants. Pendant les équipes de Chloé, des cas de détérioration soudaine de l'état des animaux étaient souvent enregistrés, bien qu'avant cela, il n'y ait eu aucun symptôme. Dans le même temps, Chloé était la première à venir en aide, sauvait les animaux et recevait des éloges. Les employés de la clinique n'ont d'abord pas relié cela à quelque chose d'intentionnel. Chloé semblait entreprenante et attentionnée, jusqu'à ce que la régularité devienne trop visible. Des dossiers médicaux, il s'est avéré que certaines données changeaient précisément après son équipe, et elle entrait dans les salles de procédure sans prévenir. La direction de la clinique a décidé de ne pas appeler la police et l'a simplement licenciée pour éviter un scandale. Lorsque les psychologues experts ont analysé ces épisodes, ils ont vu une régularité. Extérieurement, Chloé était une employée modèle, mais dans les situations où elle pouvait contrôler l'issue, un autre côté de son comportement se manifestait. Un modèle similaire s'est répété dans l'affaire de Lily. Ce cas précoce a confirmé que la suspecte utilisait à plusieurs reprises la faiblesse d'autrui comme instrument de sa propre importance. Il était maintenant clair, elle jouait toujours au sauvetage, simplement avant, les patients ne savaient pas parler. L'enquête est arrivée à la conclusion. L'incident actuel n'était pas un début, mais le point final d'une chaîne. Lily s'est avérée être la première dont les conséquences sont devenues irréversibles. Maintenant, la police devait découvrir combien d'épisodes similaires étaient restés inaperçus et combien de victimes étaient restées en dehors des rapports officiels. L'enquête a obtenu un nouveau vecteur. L'affaire était maintenant considérée non comme une tragédie isolée, mais comme une partie d'un comportement prolongé. Après que toutes les expertises nécessaires aient été achevées, le soir du 10 janvier, Chloé Benson a été amenée au commissariat pour l'interrogatoire final. Cette fois, les enquêteurs avaient en main des preuves irréfutables de sa culpabilité et ils comptaient obtenir des réponses sans équivoque. L'atmosphère dans la salle était stricte et laconique. Lumière vive, table, quelques chaises et rien de superflu. Chloé est entrée et s'est assise sans aucun signe d'inquiétude, regardant le détective Marla avec une indifférence soulignée. Il a ouvert le dossier devant lui et est immédiatement passé aux choses sérieuses. Marlowe a présenté les résultats de l'expertise graphologique confirmant que le journal avait été écrit de sa main. Chloé a reçu cette information avec retenue, sans essayer de contester. Alors, il lui a montré la conclusion du psychologue judiciaire, dans laquelle il était dit en détail que les notes du journal coïncidaient avec les événements réels et les rapports médicaux sur les consultations de Sarah aux urgences. Lorsque le détective a lu plusieurs extraits du journal reliant les dates et les faits, Chloé a pour la première fois manifesté une légère inquiétude. Elle s'est légèrement tendue et s'est détournée. Elle ne semblait plus aussi confiante qu'au début de la conversation. Marlowe est calmement passé aux preuves numériques, l'historique des recherches dans son téléphone la nuit de la tragédie. Il a lu 2 questions, sur les symptômes d'hémorragie interne et sur le temps qu'une personne peut rester inconsciente. Puis il lui a rappelé qu'après ses recherches, 90 minutes s'étaient écoulées avant qu'elle n'amène Lily à l'hôpital. Pendant ce temps, la suspecte n'avait appelé personne et n'avait pas essayé d'appeler les secours. Chloé a essayé d'insister à nouveau sur sa version initiale, expliquant le retard par la panique et la confusion.
Mais Marlowe lui a immédiatement présenté les résultats de la reconstitution qui réfutaient complètement la possibilité de blessures aussi graves lors d'une chute du lit. Cette preuve a définitivement privé son explication de toute logique. La tension dans la salle augmentait. Le détective a rappelé à Chloé les événements passés dans la clinique vétérinaire, mentionnant les conclusions des spécialistes sur le caractère répétitif de son comportement. Il a souligné que de telles situations s'étaient déjà produites auparavant et que cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Chloé ne pouvait plus se contrôler. Son ton est devenu sec et elle a déclaré qu'elle refusait de continuer la conversation sans la présence de son avocat. Tôt le matin du 11 janvier, Chloé Benson a été officiellement arrêtée et transférée au centre de détention du comté de Fayette, où elle devait attendre le début du procès. L'étape de l'enquête était terminée. Maintenant, la police devait présenter toutes les preuves recueillies au jury. Les enquêteurs comprenaient qu'ils n'étaient pas face à un hasard ou une erreur, mais à des actions intentionnelles d'une personne qui utilisait la vie d'autres personnes pour satisfaire ses propres besoins de reconnaissance et d'attention. Octobre 2024. Au tribunal du comté de Fayette se poursuivait l'examen de l'affaire de Chloé Benson. Pour le jury, c'était un processus difficile, des motifs psychologiques trop complexes et des conclusions médicales. L'accusation comprenait qu'elle avait besoin d'un fait clair et sans équivoque que n'importe qui pourrait comprendre immédiatement, sans longues explications. Ce jour-là devait témoigner la mère de Lily, Sarah Welch. Elle s'est lentement approchée de la tribune, sa voix tremblait, mais elle semblait complètement sincère. Sarah a raconté au tribunal comment elle faisait entièrement confiance à Chloé. Elle a confirmé qu'en décembre de l'année précédente, Chloé avait expliqué l'apparition du bleu sur l'épaule de Lily par un simple accident domestique. La petite fille se serait accidentellement cognée contre le coin de la table basse dans le salon. Le procureur a demandé à Sarah de confirmer cette explication à nouveau. La femme a dit une fois de plus avec assurance que c'était exactement ainsi que Chloé lui avait expliqué ce qui s'était passé et que c'était exactement cette version qu'elle avait retenue. Elle n'avait même pas pensé à vérifier ou à clarifier les détails, tant sa confiance était forte. Le procureur s'est approché de la table et a sorti une des photographies prises par les agents de police lors de l'inspection de l'appartement de Sarah au début de l'enquête. Il s'est tourné vers le jury et a calmement démontré l'image. Sur le cliché, on voyait distinctement la pièce où se trouvait cette fameuse table dont parlait Sarah. Le jury a immédiatement remarqué un détail important. La table était ronde, sans un seul angle aigu. Un profond silence s'est installé. Ce simple fait prouvait irréfutablement que Chloé avait consciemment menti. Elle savait que Sarah, plongée dans le travail et la fatigue, ne douterait pas de ses paroles et ne vérifierait pas la véracité de ce qui était raconté. Le procureur a souligné qu'un tel mensonge n'était pas une simple coïncidence, mais un calcul froid et clair. C'était un moyen de forcer Sarah à se fier entièrement à Chloé et à ne pas poser de questions inutiles. La défense a essayé de reprendre l'initiative en demandant pourquoi Lily elle-même n'avait jamais raconté à sa mère ses blessures. En réponse, le procureur a appelé le psychologue judiciaire qui a expliqué calmement et de manière accessible le comportement des jeunes enfants dans de telles circonstances. Il a expliqué que Lily était complètement dépendante de Chloé, lui faisait confiance et croyait ses explications. L'expert a ajouté que l'enfant dans une telle situation évite souvent de parler de ses blessures, se considérant comme coupable ou simplement ne sachant pas expliquer correctement ses sensations. Le psychologue a également éclairci la question de savoir pourquoi même des blessures aussi graves que des fractures de côte restaient inaperçues pour la mère. Il a indiqué que les enfants ne peuvent pas toujours décrire clairement la source de la douleur et parlent souvent d'inconfort avec des phrases générales. Sarah, travaillant constamment et étant complètement confiante dans les paroles de Chloé, percevait les plaintes de sa fille comme des problèmes infantiles ordinaires. Le témoignage du psychologue a levé les dernières questions du jury. Il était devenu évident. Chloé manipulait spécialement la confiance de la mère et de la fille, créant des conditions dans lesquelles elles ne pouvaient pas toutes les deux voir la véritable cause des problèmes. Sarah, à ce moment, a soupiré lourdement, sans lever les yeux.
Elle a réalisé que sa confiance absolue avait permis à Chloé de contrôler complètement la situation. Maintenant, il lui était douloureux de comprendre avec quelle facilité elle était devenue partie d'un jeu étranger où sa propre fatigue et son souci de la famille étaient devenus une arme contre elle-même. L'accusation a terminé son intervention, laissant au jury une preuve simple, compréhensible et irréfutable. Maintenant, tous les détails s'étaient assemblés en une chaîne logique claire, et l'affaire s'était définitivement rapprochée de son dénouement. Malgré l'énorme quantité de preuves, le tribunal ne pouvait toujours pas répondre à la question la plus importante de cette affaire. Ce qui s'était concrètement passé dans la maison de Chloé dans la nuit du 28 décembre. Le jury savait tout. Les dates, les notes dans le journal, les rapports médicaux, les appels au service d'urgence. Mais un événement, une action concrète qui avait conduit à la blessure fatale de Lily, restait floue. Et c'était précisément sur cela que l'avocat de la défense avait décidé de jouer lors de son dernier jour d'intervention. Il a reconnu que le journal et les événements coïncidaient. Il a reconnu que Chloé avait écrit ses notes. Mais en même temps, l'avocat a déclaré qu'aucune note ne prouvait directement que l'accusée avait elle-même infligé des blessures. Il continuait à insister sur le fait que les coïncidences exactes pouvaient être simplement le résultat de la nature anxieuse de Chloé, qui devinait intuitivement les problèmes possibles et les enregistrait à l'avance. La défense affirmait que l'accusation n'avait pas l'essentiel, une preuve directe du moment même où la blessure avait été infligée. Mais le procureur était prêt pour cet argument. Il s'est levé et calmement, sans émotion, a repassé les moments clés présentés précédemment. Sur l'écran est apparue une échelle temporelle détaillée des événements, dont chaque point était documenté. Il a montré le 25 novembre, dans le journal, une note sur une chute des balançoires et dans les dossiers médicaux, des contusions et hématomes correspondant précisément à de telles circonstances. Le 9 décembre, une note sur une expérience avec du lait et un appel au 911 avec des plaintes sur une détérioration soudaine de l'état de Lily. Et enfin, le 18 décembre, restauration de la confiance, coïncide avec des messages émotionnels de Sarah à Chloé. Le procureur a expliqué que ces faits prouvaient une chose. Le journal n'enregistrait pas les événements après qu'ils se soient produits. Au contraire, les notes apparaissaient soit immédiatement avant, soit juste après que la situation ne se produise. Cela signifiait que Chloé ne prévoyait pas simplement. Elle créait consciemment chaque crise. Puis il est passé à l'événement principal de la nuit du 28 décembre. L'expert médical a encore une fois expliqué que la blessure de Lily avait été causée par un impact physique direct d'une force considérable et qu'elle ne pouvait en aucun cas apparaître accidentellement, par exemple, d'une chute du lit. Cependant, l'expert a également reconnu qu'il était désormais impossible de déterminer l'objet spécifique ou l'action exacte ayant conduit à la blessure. La défense a de nouveau essayé de profiter de cela, soulignant que l'absence de précision dans le mécanisme d'obtention de la blessure laissait trop d'espace pour les doutes. Mais le procureur était déjà prêt à parer cette déclaration. Il a rappelé au jury un fait essentiel. La nuit de l'incident, Chloé avait passé 90 minutes entières à rechercher des informations sur les symptômes d'hémorragie interne au lieu de demander immédiatement de l'aide. Cela indiquait clairement sa connaissance de la gravité de la situation et une inaction intentionnelle, qui en soi est un crime. Le procureur a ajouté que le mystère physique, avec quoi exactement le coup avait été porté, ne dégageait pas Chloé de sa responsabilité. Au contraire, son silence obstiné et son refus d'expliquer ce qui s'était passé témoignaient d'un désir conscient de cacher des circonstances importantes de l'affaire. Le jury ne devait pas chercher de détails irréfutables du mécanisme du crime. Il leur suffisait de voir clairement qui se trouvait près de Lily pendant ces 90 dernières minutes et qui avait consciemment retardé l'appel à l'aide médicale. Après ces mots, l'accusée n'a toujours pas levé les yeux. Elle n'a prononcé aucun mot et n'a fait aucun geste pour montrer une quelconque relation avec ce qui se passait. Toute sa ligne de défense consistait seulement en un silence qui, à chaque heure, semblait de moins en moins convaincant. Le procureur a souligné que bien qu'un fait concret de cette nuit soit resté inconnu, la chaîne d'autres preuves ne laissait aucun doute.
C'était précisément Chloé qui portait l'entière responsabilité de ce qui s'était passé. La dernière incertitude ne pouvait plus être sa défense. Maintenant, le mystère travaillait contre elle-même. Le jury disposait déjà d'informations détaillées sur le journal, les documents médicaux et les coïncidences de date, mais un moment clé restait flou. Comment les événements de cette nuit s'étaient très concrètement déroulés? Le procureur a commencé calmement son récit, reconstituant en détail la séquence des actions de Chloé dans la nuit du 28 décembre. Selon la reconstitution de l'enquête, le soir du 27 décembre, Sarah avait amené Lily chez Chloé. La mère n'avait rien remarqué d'inhabituel. La petite fille se sentait bien, était active. Son humeur était normale. Cependant, vers 11 heures du soir, la situation a changé. Les enquêteurs pensaient que c'était précisément pendant cette période que Chloé avait infligé à Lily cette fameuse blessure. Le médecin légiste a expliqué que la nature des blessures indiquait un coup clair, conscient et contrôlé, destiné à provoquer des symptômes qui ne se manifesteraient pas immédiatement. L'expert a souligné qu'une telle blessure ne pouvait pas se produire accidentellement. C'était une action consciente. Vers 23h30, Lily a commencé à se sentir plus mal et Chloé, au lieu d'appeler les secours, a commencé à chercher sur Internet des informations sur les signes de lésions internes et le temps nécessaire pour qu'elles deviennent critiques. Le procureur a attiré l'attention du jury sur le fait que ce n'était pas un comportement de panique. Les recherches avaient été effectuées avec une séquence méthodique, manifestement dans le but d'évaluer la situation et de calculer le temps de consultation pour l'aide médicale. 90 minutes, c'est exactement le temps pendant lequel Chloé n'a entrepris aucune action, attendant que les symptômes deviennent dramatiques. Le procureur a appelé cela, non pas de la peur et pas de la confusion, mais une attente intentionnelle du bon moment. Selon le psychologue judiciaire, le but était évident: amener Lily à l'hôpital au moment précis où son état semblerait le plus dangereux, tout en permettant encore d'espérer un sauvetage réussi. Chloé savait que Sarah travaillait à l'hôpital et comptait que ce serait précisément la mère qui la verrait dans le rôle d'héroïne, ayant amené Lily au dernier moment. Ce n'était pas simplement une manipulation, mais tout un spectacle, conçu pour obtenir de l'attention et de la compassion. Mais l'accusation a mis l'accent sur un moment important. Chloé avait mal calculé le temps. Lorsqu'elle a finalement amené Lily à l'hôpital, l'état de la petite fille était déjà irréversible. Chloé avait l'intention d'apparaître au bon moment, mais s'était trompée, perdant le contrôle de la situation. Le procureur a souligné que Chloé ne planifiait pas la tragédie, elle planifiait le triomphe. Mais dans son jeu dangereux, la tragédie était devenue inévitable. Sa culpabilité résidait précisément dans le fait qu'elle avait consciemment exposé Lily au risque, comprenant les conséquences possibles, mais les ignorant pour son propre scénario. Lorsque le procureur a terminé, la salle s'est figée. Le jury n'avait plus besoin de clarifier les détails. On leur avait clairement montré ce qui s'était passé, pourquoi et qui en était coupable. Il ne restait plus qu'à prendre la décision finale. Lorsque le jury est revenu dans la salle, la tension est devenue presque physiquement palpable. Le juré principal s'est levé et a lu le verdict, regardant droit devant lui. Chloé Benson a été reconnue coupable sur tous les points d'accusation. L'accusé a écouté la sentence sans exprimer la moindre émotion. Ni surprise, ni peur, ni repentir. Juste le silence et un regard quelque part à travers ce qui se passait. Elle semblait depuis longtemps prête pour cette issue. Le juge a brièvement énoncé la sentence: prison à vie sans droit à libération anticipée. Sarah, qui jusqu'alors s'était tenue avec beaucoup de difficulté, ne pouvait plus cacher ses sentiments. En entendant la sentence, elle a pleuré silencieusement, couvrant son visage de ses mains. Plusieurs personnes du personnel l'ont aidée avec précaution à quitter la salle. Pour elle, ce verdict ne signifiait qu'une chose: la confirmation de la terrible réalité avec laquelle elle devrait vivre désormais. Chloé a été calmement et silencieusement escortée hors de la salle. Elle ne s'est pas retournée, n'a pas essayé de regarder Sarah ou le jury. Elle est simplement partie, comme si tout était déjà fini depuis longtemps,
et que ce moment n'était qu'une formalité. Dans la salle régnait un silence lourd et oppressant. Tous comprenaient, la sentence formelle avait été prononcée, mais le poids de cette affaire n'avait disparu nulle part. Il ne restait plus qu'à vivre avec, portant avec soi la mémoire de ce qui s'était passé. Après le prononcé de la sentence, chacun de ceux qui s'étaient retrouvés impliqués dans cette affaire a essayé à sa manière de revenir à la vie. Sarah a suivi un long traitement pour stress post-traumatique, a changé de ville et d'entourage, essayant de ne plus revenir par la pensée à ce décembre. Plus tard, elle a déposé une plainte civile contre l'administration de l'hôpital et les services de tutelle, affirmant que les signes inquiétants de blessures et les visites fréquentes chez les médecins auraient dû les alerter bien avant que tout ne se produise. Benson purge actuellement sa peine dans la prison pour femmes de l'État du Kentucky. Les psychologues qui l'observent en détention notent son comportement calme et sa capacité à s'adapter aux conditions de vie derrière les barreaux. Dans le même temps, elle continue obstinément à garder le silence concernant les événements de la nuit du 27 décembre. À aucune personne, y compris ses avocats et psychologues, elle n'a raconté comment exactement la blessure fatale avait été causée. L'affaire elle-même a eu une influence sérieuse sur le travail des institutions médicales et sociales de la ville. Après les vérifications effectuées, les règles de réaction aux cas suspects et aux symptômes ont été durcies pour prévenir la répétition de situations similaires à l'avenir. Mais un détail de ce crime n'a jamais été révélé. Le moyen lui-même par lequel l'accusé avait causé ces blessures est resté un secret. Malgré la culpabilité prouvée et le motif confirmé, son silence n'a pas permis de clarifier complètement l'image de ce qui s'était passé. C'est précisément cette circonstance non élucidée qui est devenue le rappel final que loin de tout peut être révélé, même après la fin du procès.